Non mais les filles, venez s'il vous plaît, hein. Installez-vous, là il y a un souci. Là j'ai vu quelque chose qui va pas du tout. Hein. Ouais, voilà. Que les masses médias et les politiques même se trompent et fabulent, bon ça passe encore. Mais voilà, là on a un souci, c'est que les renseignements sont en crise. Ils sont plus capables de lire une information, sans même que celle-ci soit cryptée. Ils indiquent la présence d'ADM où il n'y en a pas. Ils fournissent des armes à des bandes dans des pays qui par la suite connaissent le chaos. Personnellement, j'aimerais pas devoir passer mes vacances avec ces types-là. Le monde tourne à l'envers, quoi. Mais si ça continue, on va finir par rendre hommage à des criminels. Et l'exemple dans le sud-ouest nous fait penser qu'ils se méprennent ici même. Non mais il manquerait plus qu'ils distribuent du C4 et des écoliers. On se mélange trop les pinceaux. Il faudrait essayer de trouver une technique de communication qui leur permette de bien comprendre ce qu'ils lisent ou ce qu'ils entendent. Bah on n'a qu'à fournir le protocole à l'intercepteur. Bah dans ce cas-là, on n'utilise pas le navajo, une langue incompréhensible. Oui, on donne directement la fréquence et la clé. Oui, mais j'ai une meilleure idée. Chaque lettre garde son identité. Bah alors, on interdit les anagrammes. Comme ça, chaque lettre conserve sa position. Mais attendez, on décale l'alphabet de 26 lettres, comme ça à la fois c'est codé et en même temps c'est super clair. Faut espérer qu'ils comprennent de cette manière. Ouais, mais c'est pas si simple parce que aujourd'hui on utilise l'ordinateur. Ah oui. Donc on peut brouiller les séquences des 0 et des 1 à travers une même lettre. Ou alors, on communiquera clé publique et clé privée afin qu'ils ne se trompent pas. Je sais. On pourrait leur fournir une technique de factorisation pour calculer les nombres entiers particulièrement grands en temps réel. Bonjour les anges. Bonjour Charlie, comment allez-vous? Je dois me rendre dans un pays de mythologie, donc des îles paradisiaques, un cadre idyllique, eau bleu turquoise, soleil à tout va. Donc je dois présenter un topo, mais le contexte n'est pas si rose. En fait, la situation est même particulièrement grave. On parle même d'une crise si profonde qu'on n'aurait pas tous les outils pour pouvoir l'appréhender au plus juste. Tu vas en Grèce? Je savais bien qu'on pouvait compter sur vous. Le pays croule sous la dette. Le déficit budgétaire est considérable. ouais, les dépenses militaires sont absurdément élevées. Et l'imposition est défaillante. Son entrée dans la zone euro a souffert d'un manque de transparence. Oui, mais la Banque Conseil n'aurait-elle pas utilisé des instruments financiers spéculatifs? C'est exact, à tel point qu'on parle actuellement d'ajustement structurel. Mais quand on fait le retour d'expérience, vous conviendrez qu'on a comme un léger scrupule. Généralement, cela s'accompagne d'une pression de la rue. Ouais, notamment sur les étrangers. Hein. Puis la réduction radicale des déficits menace l'emploi, les dépenses sociales, la croissance économique. Et les conséquences sont déjà visibles. Prostitution, HIV, tout ça est en hausse. Bien, je vois que vous êtes déjà un peu au courant. Il y règne une certaine confusion. Donc voilà, je viens vous diligenter une enquête. Je compte remettre un prix exceptionnel à celle ou celui qui me donnera une définition satisfaisante de la confusion. Cette enquête devra notamment expliquer les problèmes que rencontre la Grèce, mais pourra être beaucoup plus vaste. Ce travail est de nature théorique. C'est le minimum qu'on attend de vous. Eh bien, on va lancer un concours pour des expertises, faire des micro-trottoirs et puis une étude neurologique du spectateur. Et la maladie hollandaise dont souffre la Grèce n'est pas nouvelle. Elle est déjà apparue au Moyen-Âge. S'agit-il de la bonne voie? C'est bien possible, c'est maintenant à vous de jouer. Si vous trouvez des utilisations à vos découvertes, je vous demande de faire preuve d'une très grande retenue. Et je vous dis le mot de rigueur, et n'oubliez pas, quiconque m'apportera des informations exploitables sur le sujet de la confusion appréciera les prix qui sont en jeu. Comme vous n'avez pas les traces, bonne lecture, mais cela dit, ça donc, comme vous n'avez pas de traces sur la confusion, vous avez vu? Ah, joli petit couple, on va leur parler de la confusion. Bonjour. Petit concours. C'est quoi un concours, c'est la confusion? Confusion, confusion. Peut-on y voir clair dans la confusion? On n'y comprend rien. Beaucoup trop de possibilités. Oui, c'est vrai, mais c'est pour ça qu'on fait un concours. C'est pour chercher à y voir clair. D'ailleurs, il y a un très grand prix. De toute façon, je pense que dans la vie, il faut faire confiance. Ça, c'est vrai. On risque de se faire arnaquer. Voilà. Quoi qu'il arrive, on doit prendre un risque. C'est comme ça. Voilà. Voilà. Ça, c'est vrai. Si jamais où on va, donc
La confusion, c'est très sensible, surtout au départ. On va partir sur de bonnes bases. Exactement, j'aurais pas mieux dit. Vous avez l'air sur de bonnes bases tous les deux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à participer au concours. D'accord, Vous merci. avez toutes les infos qui sont indiquées là, le numéro de téléphone, vous appelez quand vous voulez. Oui, allô? Oui, allô, c'est Luc Vervat ici à l'appareil. Monsieur Vervette. Oui? J'ai appris que vous organisez un concours sur le thème de la confusion. Parce que je travaille sur le sujet de ce qui s'est passé à Oslo, Utøya, en juillet 2011. Vous parlerez de votre livre sur Breivik. Superbe. Eh bien, écoutez, je préviens notre rapporteur spécial et il vient à votre rencontre. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, c'est très bien ce que vous avez fait. D'ailleurs, tu sais, nous, on organise un concours sur la confusion. Bon, il y a un prix à gagner, mais... Bah oui, justement, avec le nucléaire. Tu peux nous parler de la confusion qui règne autour. D'accord. Bah oui, on va t'envoyer quelqu'un, très bien, c'est super. Bon, et pour la prochaine action, tu me préviens. Je veux venir cette fois-ci. D'accord. Bon, je t'embrasse, à très bientôt. Allô? Oui, bonjour Madame Vastrenta. Oui, vous faites un travail sur la confusion. Ah, vous souhaitez participer à notre concours? C'est parfait, c'est une très très bonne nouvelle. Vous verrez qu'au centre du neuroméen, il y a la confusion. Donc je veux bien en parler à partir de ma pratique. Vous allez nous parler de l'approche lacanienne à travers le neuroméen? Ça convient parfaitement à notre thème sur la confusion. Je vous envoie un collègue très rapidement. Merci beaucoup, au revoir. La Grèce est atteinte de la maladie hollandaise. Et les économistes qui ont conseillé la Grèce se prennent pour les scientifiques. Y aura-t-il pas une différence de nature entre l'activité scientifique et l'activité économique? Non, mais les spécialistes de GS se prennent pour les scientifiques qui pratiquent les sciences économiques. Ils ont des certitudes. T'as vu le résultat? Oui, mais par qui va-t-on commencer du coup? On doit trouver quelqu'un qui cherche, qui s'interroge, qui doute. Mais quelqu'un aussi qui soit exigeant, rigoureux, qui ne prétend pas tout savoir. Par les temps qui courent, c'est rare. J'ai trouvé Renato Di Ruzza. Il cherche à réfuter ses propres idées. C'est parfait. Tu vas l'interroger sur les économistes qui ont conseillé les politiques ces dernières années. D'accord. Bah, c'est par lui qu'on va commencer notre enquête sur la confusion. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. On va voir ce qu'il a à dire. Est-ce que vous savez comment fonctionnent les sciences dures? Parce que pour répondre à la question « l'économie devient-elle une science dure ?», il faut d'abord dire comment fonctionne une science dure. Bon, ça, il ne s'était jamais posé la question. Les deux réponses qu'ils apportaient, c'est oui, ça devient une science dure parce que on respecte de plus en plus la logique interne des théories économiques et deuxièmement, on se confronte de plus en plus aux faits. Quand on regarde le fonctionnement de la science économique, on s'aperçoit que le respect de la logique est bafoué par toutes les théories économiques. Par toutes les théories économiques. Quand on dit elle se confronte aux faits, qu'est-ce que c'est qu'un fait économique? Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un fait économique? Qu'est-ce que c'est que la réalité économique? Est-ce qu'il y a une réalité économique? Les sciences dures font des progrès. On sait mieux aujourd'hui, maintenant on sait guérir la tuberculose, on ne savait pas il y a un siècle ou 50 ans. Hein. Maintenant, on connaît mieux ce qu'est un atome ou une particule qu'il y a, je ne sais pas, un siècle. Maintenant, on connaît mieux le mouvement des planètes qu'à l'époque de Copernic, etc. Il y a des progrès dans les sciences dures. Quand on regarde la science économique, est-ce qu'on sait mieux ce qu'est l'inflation aujourd'hui? Est-ce qu'on sait mieux comment se forment les prix aujourd'hui qu'il y a 2 siècles? Bon. Est-ce qu'on sait mieux ce qu'est la théorie de la valeur aujourd'hui? Non, on ne sait pas. Bien. Bon, la théorie de Milton Friedman, elle remonte donc au Moyen-Âge. Et l'idée qu'il y avait à cette époque-là, c'était que
l'afflux d'or qui venait des Amériques en France était la cause de l'augmentation du prix du blé. Hein, c'est là-dessus que ça s'est focalisé. Alors, première remarque, c'est qu'elle a été immédiatement contestée par des personnes qui considéraient que l'afflux d'or n'était pas la cause de l'augmentation du prix du blé. Mais admettons que ce soit ainsi, comment on peut la formaliser, cette théorie? C'est formalisable, ça a été formalisé de manière très simple. Je vais laisser de côté la notion de vitesse de circulation de la monnaie qui complique un petit peu les choses, mais sans apporter vraiment, sans porter sur l'essentiel. Voilà, on a une masse monétaire qu'on va appeler M, qui est d'un côté, ça, disons que c'est l'offre de monnaie. C'est la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. À l'époque, la quantité d'or. Et d'un autre côté, on va avoir ce qu'on considère comme étant la demande de monnaie, c'est-à-dire la quantité de monnaie qu'il faut pour faire circuler la totalité des marchandises, qu'on va appeler Q, au prix où elles sont vendues. Les prix, on va les appeler P. Donc d'un côté, on a l'offre de monnaie grand M, et d'un autre côté, la demande de monnaie P multiplié par Q, prix multiplié par quantité à faire circuler. Et évidemment, l'équilibre advient lorsque l'offre de monnaie est égale à la demande de monnaie, c'est-à-dire lorsque M est égal à P multiplié par Q. Lorsqu'on observe cette équation d'équilibre, donc, on constate que si M augmente, alors PQ doit augmenter. Et la conclusion qu'en ont tiré les théoriciens qui étaient favorables à la théorie quantitative de la monnaie, au monétarisme, c'est que si M augmente, ce qui va augmenter dans PQ, c'est P. Et donc le niveau général des prix va augmenter. Première critique qui a été faite, très rapidement, pourquoi Q n'augmente pas? Si M augmente, ce n'est pas forcément P qui doit augmenter, mais c'est peut-être Q. Auquel cas, l'augmentation de la masse monétaire n'est pas la cause d'une augmentation du niveau général des prix. Ça peut être la cause d'une augmentation générale de la quantité de biens fabriqués. Ça, c'est une première critique qui a été faite. Deuxième critique qui a été faite, quel est le sens de la causalité entre ces deux grandeurs, l'offre et la demande? Est-ce que c'est M, les variations de la quantité de la masse monétaire, qui induisent des variations de PQ, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire, ça a été tout un ensemble de débats qui est apparu dès les débuts du XXe siècle et qui a rebondi avec la théorie keynésienne. Est-ce que l'offre de monnaie est exogène, comme on dit, ou est-ce qu'elle est endogène? Si l'offre de monnaie est endogène, c'est-à-dire que si la quantité de monnaie qui circule est déterminée par la quantité de marchandises qui doivent circuler dans l'économie au prix où elles se vendent, alors cette équation est toujours vraie. Ça n'est plus une équation d'équilibre, hein, où on fait, etc. Donc, on en est là encore aujourd'hui. On est encore en train de se disputer là-dessus. Hein, c'est-à-dire, quel est le sens de la causalité? Et ça, même Milton Friedman le reconnaît, ou le reconnaissait, hein, en disant que le sens de la causalité, c'est quelque chose qui est relativement fragile. Hein. Lui, il a pris l'option de considérer qu'il y avait une offre de monnaie exogène, déterminée par les autorités monétaires, l'État, etc., et que c'est cette offre de monnaie exogène qui entraîne une augmentation du niveau général des prix. Mais les keynésiens sont pour la monnaie endogène, comme on dit. Hein, c'est-à-dire, ce sont les besoins de l'économie qui induisent la création monétaire qui est nécessaire à la satisfaction de ces besoins. Et dans ce cas-là, il n'y a plus cet équilibre, enfin, il n'y a plus d'équilibration entre une offre et une quantité de monnaie. C'est la demande qui détermine directement la quantité de monnaie. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, hein, tout ça suppose évidemment que la grandeur de M
soit signifiante, qu'elle ait un sens, qu'on puisse évaluer le niveau général des prix de manière correcte et que la quantité de marchandises à faire circuler soit évaluée de manière correcte. Lorsqu'il s'agissait au Moyen-Âge de la quantité de blé fabriqué, c'est relativement simple. On calcule des tonnes de blé, etc. Aujourd'hui, la quantité de marchandises à faire circuler est quelque chose de très difficilement mesurable. Parce que 80% ou 90% des biens qui circulent dans l'économie sont des services qu'on ne sait pas exactement mesurer. Même si on pouvait accepter à l'époque où il s'agissait d'or et de blé cette équation quantitative de la monnaie, je crois qu'aujourd'hui elle est totalement dépassée. Qu'est-ce que c'est que la masse monétaire ? Quand on est contre l'augmentation de la masse monétaire, encore faut-il définir ce qu'est la masse monétaire. Or, on ne sait pas ce qu'est la masse monétaire. On a des définitions très vagues, très floues de ce qu'est la masse monétaire, de ce qu'est la monnaie, d'un point de vue quantitatif, entre ce qu'on appelle la masse M1, M2, M3, et on va jusqu'à comme ça M7, M8, etc. Il y a des définitions on ne peut plus vagues. Donc parler d'une augmentation possible ou potentielle de la masse monétaire, c'est quelque chose qui confine un peu à l'absurde. On ne sait plus ce que c'est que la vitesse de circulation de la monnaie. Là encore, des exemples que je donne très souvent à mes étudiants. Une cargaison d'alumine qui vient d'Afrique du Sud à Dunkerque change au moins 20 fois de propriétaire pendant le transport en mer. Quand on sait qu'il y a des logiciels de traders qui sont capables de faire des micro-transactions au rythme de plusieurs dizaines à la seconde, pour jouer sur les quelques centimes d'écart qui peuvent apparaître et pour spéculer là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire, la vitesse de circulation de la monnaie ? Elle tend à devenir infinie. C'est-à-dire que la masse monétaire, on ne sait plus très bien ce que c'est. En 1981, Albert Jacquard a acheté chez son libraire 20 livres de poche à 10 francs l'unité et 20 livres d'art à 100 francs l'unité, ce qui faisait une dépense totale de 2200 francs. En 1982, les prix ont changé. Le livre de poche est passé à 15 francs et le livre d'art à 90 francs. Il a acheté, donc Albert Jacquard, a acheté 60 livres de poche et 15 livres d'art, soit une dépense totale de 2250 francs. Un des problèmes, dit-il, que peuvent se poser les économistes est de déterminer, dans l'augmentation de la dépense, qui est de 50 francs donc, quelle est la part qui revient aux variations des livres achetés, des quantités de livres achetés, et quelle est la part qui revient aux variations des prix unitaires. La réponse qu'ils donnent, les économistes, semble facile, dit Albert Jacquard. Si les prix étaient restés constants à leur niveau de 81, en 82, la dépense aurait été de 2100 francs. Le changement dans les quantités de livres achetés a donc entraîné une diminution de la dépense de 100 francs. Si les quantités achetées avaient été en 1982 les mêmes qu'en 1981, la dépense aurait été aussi de 2100 francs. Le changement des prix a donc entraîné une diminution de la dépense de 100 francs. Ainsi, continue Albert Jacquard, agissant séparément, chacune des variations, variation des prix, variation des quantités, aurait entraîné une diminution de la dépense. Et pourtant, ensemble, elles ont entraîné une augmentation. Jacquard en conclut que la question posée est absurde, quelle est la part due aux variations des quantités et la part due aux variations des prix, et que la réponse, quelle que soit la technique de calcul utilisée, ne peut qu'être absurde. Voilà, moi je pense que les théories économiques sont faites d'abord pour servir un certain nombre d'intérêts. Voilà. C'est un peu bestial comme point de vue, un peu rugueux. Donc voilà, elle a eu du succès, elle a du succès en ce moment, du succès. Elle est utilisée en tous les cas pour ça. C'est en leur nom qu'on détruit les monopoles publics, qu'on détruit les services publics, qu'on détruit le service d'éducation, qu'on revient sur les retraites, qu'on privatise le secteur public, qu'on réduit la part de l'État dans l'économie, etc., etc. C'est tout ça, c'est tout ça.
Quand on regarde les grands succès de la théorie de Friedman, de la théorie quantitative de la monnaie, du monétarisme, on s'aperçoit que les périodes où elle a été le plus utilisée sont les périodes de crise. Les périodes de crise du capitalisme. Hein, je ne remonte pas au Moyen-Âge, mais disons depuis l'installation du capitalisme en Europe occidentale. En dehors de ces périodes de crise, le monétarisme n'avait pas du tout droit de citer. Hein, j'ai retrouvé quelques caractéristiques de cette théorie que dénonçait Nicolas Kaldor et qui disait la chose suivante. Ce qui caractérise cette nouvelle vague du monétarisme, c'est son dogmatisme extrême et son absence totale de cohérence intellectuelle. Et il ajoutait, un peu plus loin, les monétaristes voyaient dans l'inflation la conséquence automatique et inévitable de l'augmentation de la masse monétaire, cette dernière étant à son tour la conséquence inévitable du déficit du secteur public, résultant lui-même des politiques keynésiennes de gestion de la demande. On est aujourd'hui exactement dans ces critères-là. Voilà les quelques éléments qu'on peut dire, disons en préalable, sur Milton Friedman. Milton Friedman est quelqu'un qui a porté à son terme cette vision monétariste de l'économie. Il a écrit une histoire monétaire des États-Unis qui a fait l'objet de beaucoup de critiques, y compris de critiques l'accusant d'avoir falsifié un certain nombre de statistiques pour conforter ses propres thèses. Il a été le conseiller d'un certain nombre de gouvernements dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient peu fréquentables. Il a eu un succès fantastique, et au point qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se déclare en désaccord avec cette vision des choses risque de ne plus être audible non seulement par ses collègues économistes, mais aussi plus généralement par l'opinion publique. Hein, et c'est là où on nage, je crois, en pleine confusion. Hein, c'est-à-dire que les règles conceptuelles qui devraient régir le discours économique sont totalement abandonnées. I'm not a representative of Chile. I'm not an advisor to Chile. I have no commitments to the government of Chile. I now turn to you, Professor Milton Friedman. Feedback, go home! Feedback, go home! In Chile, one, I am very sorry for this incident. It could have been worse. MV égale PQ. PQ. Formule digne d'intérêt pour une marque de papier hygiénique. Sans surveillance et réglementation des marchés financiers, tu vois, tu as toutes les conditions pour que le château de cartes il s'effondre. Donc l'État perd de sa souveraineté et la finance, elle se corrompt, elle n'a aucun souci du bien commun. Et ça se traduit par une perte des richesses véritables du pays, quoi. C'est étrange. On remet un prix Nobel à un individu dont on sait parfaitement la faillite morale, la vision idéologique et puis surtout les conceptions théoriques complètement moyenâgeuses. Ah mais aujourd'hui, les élites traditionnelles parlent de croissance, de plein emploi, de rigueur, sans que vraiment on sache de quoi il s'agit. Bah tu veux que je te dise, moi ? Croissance pour les ventes d'armes, rigueur pour les classes sociales et faillite morale. Misère de la pensée. Misère de la réalité. Oui, mais en attendant, les ressources non renouvelables s'amenuisent, les espèces disparaissent, et puis sans compter toutes les armes qu'il faudra bien utiliser. Renato Girouzza a beaucoup parlé d'Albert Jacquard. Oui, il serait temps de le solliciter. Il a certainement quelque chose d'intéressant à dire, contrairement à beaucoup. Oh, regarde, la théorie quantitative de la monnaie date du Moyen-Âge pensée par Copernic, le père de l'héliocentrisme. En plus, il était moine. Alors, homme de religion, économiste et scientifique. Alors organisons un débat entre un homme de science, Albert Jacquard, et un homme d'église. Un homme d'église ? Pas un esprit enfermé et atrophié qui parle un mystérieux langage codé pour pas avoir à communiquer véritablement et qui méprise tous ceux qui ne comprennent rien à son discours abscon issu de son jargon impénétrable. Bon, moi je propose Monseigneur Gaillot.
Très bonne idée. Ah, ouais. D'accord? Oui. Ouais. Très D'accord? bonne idée. Ok. Avant la théorie défendue par Copernic, c'est le Soleil qui tournait autour de la Terre. Où est-ce que t'as vu ça? Ah oui. Et on disait aussi que la vitesse de la chute libre dépendait du poids. Oh là là, non mais t'imagines quand même, ils ont attendu 2000 ans pour faire l'expérience de ça. Ouais, du haut de la tour de Pise. Galilée s'amusait à laisser tomber des objets de poids différents pour voir si la vitesse de la chute dépendait de leur poids. Comme le prétendait Aristote. Ou si ça dépendait d'une autre force. Et puis attention, il fallait pas s'amuser à contredire ces vérités-là, hein. Défendues par la sainte et infaillible, indéfectible Église. Ouais. Certains ont fait la triste expérience. Non, mais là on a un problème du coup, parce que si Aristote aujourd'hui on s'aperçoit qu'il disait n'importe quoi, comment on fait avec les autres? On devrait envoyer les responsables de la crise grecque visiter le pays pour qu'ils y découvrent les chaleureuses coutumes qu'on prête à la jante masculine. La confusion évoque pour moi la tour de Babel, dans la Genèse. Alors, les habitants, ils se sont enfermés dans un projet insensé. Ils veulent construire une seule tour, une seule ville, un seul langage, s'exprimer avec les mêmes mots, et ils s'enferment dans une identité rigide. Il n'y a pas d'accueil, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas d'étrangers, ils sont tous pareils. C'est le langage unique. Alors Dieu intervient pour qu'ils n'aillent pas dans le mur, parce que c'est suicidaire, cet enfermement. Et il sème la confusion, c'est-à-dire que les gens vont plus se comprendre. Et ils se dispersent. Et se dispersant, ils vont construire des villes, ils vont découvrir les langages, ils vont découvrir des cultures, ils sont obligés de s'ouvrir à l'autre, à l'étranger, à dialoguer, et ils vont s'apercevoir que c'est une richesse. Et cette confusion de Babel va leur servir. Et la Pentecôte va expliciter encore ce qui était dans la tour de Babel, c'est-à-dire que les disciples vont être dispersés jusqu'aux extrémités du monde, et ils vont être affrontés, je dirais, à d'autres cultures, d'autres langages, d'autres religions, ils vont être obligés de découvrir la diversité. Et au fond, la Pentecôte, c'est le triomphe de la diversité. Donc la confusion, c'est un passage où il ne faut pas rester, c'est un tunnel où il faut traverser pour découvrir qu'il y a autre chose. Voilà une interprétation de la tour de Babel, pour moi toute nouvelle. Tu vois dans le fait que les langages se sont multipliés, donc ont empêché les contacts les uns avec les autres, tu y vois quelque chose de merveilleux, d'utile, qui va provoquer une création, parce que justement l'autre ne sera plus moi. Voilà, tout à fait. Par conséquent, la tour de Babel, qui a été souvent présentée comme une mauvaise action, moi je n'avais pas compris ça du tout. J'ai compris que Dieu se dit, mais ils vont être aussi malins que moi, ils vont aller jusqu'au ciel, et par conséquent je vais perdre ma capacité à dominer cet univers que je viens de créer. Par conséquent, la tour de Babel, vue par moi, c'était justement une façon qu'avait le Créateur d'empêcher que la créature devienne trop... Mais beaucoup ont cette lecture-là, et comment penser que Dieu serait jaloux de sa créature, puisqu'il a voulu nous faire comme des dieux, et il est venu pour nous. Et comment peut-il avoir peur qu'on prenne ses prérogatives? On est en permanence acculé à dire des phrases qui, même quand elles n'ont que 3 ou 4 mots, sont déjà des erreurs. Le mot confusion. En fait, le but de la science, c'est d'éliminer les confusions. C'est de parler clair. Or, en permanence, on utilise des mots qui n'ont pas le même sens pour celui qui les dit et celui qui les entend. Par conséquent, ça vaut la peine à chaque fois d'être en face, de se dire, mais qu'est-ce que tu entends par ce que tu viens de dire? Et ça, c'est particulièrement clair dans la résolution du problème de la dynamique. Qu'est-ce qui fait que des objets bougent? Aristote, évidemment, avait déjà répondu. Et il avait répondu par quelque chose qu'on a répété pendant 20 siècles. Et pour moi, l'apport de Galilée, c'était d'expliquer les choses sans avoir recours à Dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver en permanence.
c'est un faux respect pour Dieu qui consiste à dire il intervient en permanence. Or, on a remplacé ça par la vision newtonienne, où ce qui se passe est indépendant de Dieu. Ce qui se passe est lié à des lois qui sans doute ont été voulues par Dieu avant, mais au fond je n'y ai pas accès. Par conséquent, j'essaie d'expliquer le monde par lui-même. Puis en même temps, je reviens à Galilée, la tour de Pise, c'est que, au fond, on s'est refusé souvent à accepter les conséquences de cette expérience, parce que ça remettait en cause des certitudes. Et il ne faut pas empêcher les gens d'avancer, on va de découverte en découverte. Moi, j'ai toujours été frappé, quand j'étais à Rome, par ce qu'on a fait à Giordano Bruno. On l'a mis sur un bûcher, et on l'a bâillonné pour qu'il ne puisse pas parler d'un homme prodigieux qui avait tant de choses à dire, on l'a exclu. Moi, je trouve qu'il y a eu 2 révolutions scientifiques extraordinaires. On est passé d'un monde clos jusqu'au Moyen-Âge avec un monde infini, avec Copernic. Et donc, la Terre est une petite planète parmi cet infini des espaces. Et on comprend toujours que cet univers, il est stable, il est hiérarchisé, que chacun a sa place. Et puis, il y a une deuxième révolution, alors scientifique, c'est avec Einstein et d'autres, c'est qu'on a découvert que cet univers, il était instable, qu'il y avait du risque, qu'il y avait de la création, qu'il y avait du désordre, qu'il y avait du hasard. Notre petite planète, elle n'a pas toujours existé. Elle a existé, elle n'était pas prévue toute éternité. La vie est apparue, elle aurait pu ne pas apparaître. Il y a du hasard, il y a du désordre, il y a le Big Bang. Voilà, il y a un peu tout ça, et c'est pas fini. Une expansion de l'univers. Donc, évidemment, on s'aperçoit que la religion et la science, c'est 2 mondes différents. Et que jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à l'Inquisition, l'Église pensait avoir une lecture du monde, de ce monde clos. Puis tout ça, c'est parti. Et on se dit, ben où est Dieu dans tout ça? Et je crois qu'il ne faut pas essayer de faire des concordances entre la science et la religion. Je crois que c'est deux mondes différents, et que tant mieux que la science, petit à petit, essaye de sortir du désordre pour mieux comprendre un petit peu ce qui nous dépasse. Et ça, c'est merveilleux. Puis je crois que ça relativise aussi la place de l'être humain. Enfin, on nous a tellement mis au centre de l'univers qu'on peut faire n'importe quoi du cosmos. Nous sommes des fils du cosmos. Je crois que c'est Hubert Reeves qui dit qu'on est une poussière d'étoiles. On fait partie du monde des vivants. On a notre place, mais enfin, on est de la terre-mère. Et par conséquent, on est lié à la nature, on ne fait pas n'importe quoi avec elle, on n'est pas un maître tout-puissant, on est humblement situé. Et ça, c'est beau. Moi, je trouve que c'est formidable. C'est une merveille. Oui, voilà, c'est une merveille. Ah, voilà le dernier mot. C'est une merveille. Oui. Ce qui est une merveille, c'est que demain n'est pas dans aujourd'hui. Voilà. C'est-à-dire que cet univers, un mot que je ne peux pas définir, cet univers a une histoire. Voilà. Cette histoire n'est pas écrite. Voilà. J'en fais partie. Je fais partie d'un univers qui se construit, qui, avec une curiosité, a même créé Albert Jacquard là-dedans. Mais qu'est-ce que ça vient faire? Mais j'en fais partie. J'en fais partie avec toi. Exactement. Et on s'y retrouve. Mais je fais partie de l'univers. Et cet univers, je ne peux pas le définir. Et l'idée qu'il ait un début, par exemple, est une idée folle. Car s'il y a un début à l'univers, c'est qu'il y a un avant-début. Oui. Un avant-début fait que la notion même de début est absurde. Avant le début du temps et après les limites de l'espace, que trouve-t-on aux portes de l'univers, dans l'infini des possibles? Dans l'infini des possibles? Vous voulez le savoir, n'est-ce pas? Ah oui. Ah ouais? Bah, je vais vous le dire. C'est un mystère total. Ah, c'est voilà. C'est drôle. C'est dingue quand même. Il suffit qu'une personne connue dise une chose, même si c'est une bêtise,
pour que tout le monde la répète. Ça, c'est vrai. Oui, mais en même temps, si on peut plus faire confiance aux grands penseurs, où va-t-on? C'est vrai aussi. Ouais. Et la situation inverse est cocasse, qu'une personne soulève une partie du voile qui embrume l'esprit obscurci, soit mal vue. Bah, Giordano Bruno, par exemple. Il a payé très cher sa recherche de la vérité. À croire qu'à l'époque déjà, la raison était assiégée et que la vérité dérangeait aussi. Rien n'a changé. Hein. Non, rien n'a changé. En tout cas, j'ai vachement apprécié ce qu'a dit Monseigneur Gaido. Je trouve sa pensée très originale parce que là où tout le monde voit une espèce de punition, lui, il y voit la richesse de la diversité. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ouais, t'as raison, je trouve que son interprétation est assez stimulante et puis surtout digne d'intérêt pour la réflexion. Attends, faut quand même faire attention. Parce que ceux qui s'aventurent un peu à interpréter les textes, ils sont souvent très mal vus par les esprits psycho-rigides. Ouais. Et puis surtout ceux qui aiment bien sortir leurs gros bras, si vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai, le débat d'idées met mal à l'aise certaines personnes. Ils sont plus à l'aise avec les menaces et l'anathème. Qu'est-ce que dit la Bible au juste sur la confusion? Tu penses pas qu'il faudra aller voir? C'est une bonne idée. Hein. Il va y avoir confusion lorsque, bon, il y a plusieurs manières, quoi. On peut inverser donc deux concepts, hein, c'est-à-dire, ouais, alors ça c'est le micro et ça c'est la caméra, par exemple. Bon, oui, alors effectivement, s'il y en a un qui croit que c'est comme ça va être dur de communiquer. Ou sinon, à chaque fois, il faut traduire, qu'il faut dire « Ah ouais, alors lui, il a dit micro, donc moi, je dois penser caméra. » Enfin bref, c'est difficile donc de travailler ensemble. Mais donc, le plus souvent, effectivement, ça va être un concept qui existe déjà, qui a une étiquette, un mot. Et en fait, à cette étiquette, on va grossir le sens sémantique. C'est exactement ça. Plus le mot a un champ sémantique qui s'élargit, plus sa signification se dilue, effectivement. Et donc, vu qu'il est dilué, il se vide de son sens. Il se vide de son sens. C'est pas le seul mécanisme de la confusion, mais c'est un mécanisme important. Kai la eternulo malevigis, por vidi la urbon kai la turon, kiuin construis la homidoi. Kai la eternulo diris, jen estas unu popolo, kai unu lingvon ili ciui havas. Et là, c'est parce que la même langue, elle était devenue confuse. Et qu'est-ce que ça veut dire confuse? Ça veut dire qu'il y a eu des mélanges, en fait, dans la langue, et qu'ils n'utilisaient pas tous le même mot pour désigner la même chose. Il y a des sens qui ont gonflé, il y a des sens qui se sont donc rétrécis, et si bien que, oui, peut-être, enfin, ils ne se comprenaient pas, c'est-à-dire que, oui, ils voyaient bien qu'ils avaient donc la même langue, mais ils ne se comprenaient pas, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un état où ils ne pouvaient plus rien construire ensemble. Pour prendre donc une analogie, après on va revenir sur l'espéranto, c'est un petit peu ce qu'on voit un petit peu sur la scène politique actuellement. Kai jen kion ili komencis fari, kai ili ne estos malhelpatas en ĉio, kion ili decidis fari. Ni malleviĝu do, kaj ni konfuzu tie ilian lingvon, por ke unu ne komprenu la parolon de alia. Ludwig Leitzer-Zamenhof. Il se rend compte, déjà à l'âge de 5 ans, en regardant cette ville avec ses yeux d'un enfant donc de 5 ans, il voit « Ah oui, mais tous ces gens, ils parlent des langues différentes, ils ne se comprennent pas en général. Et moi, je suis sûr, avec mes yeux d'enfant, que s'ils avaient une langue en commun, il y aurait beaucoup de problèmes qui ne se poseraient même pas, quoi. Ça serait plus simple, je ne dis pas qu'il n'y aurait pas de problème, mais déjà, il y aurait plus de compréhension, donc les gens donc, se comprendraient, donc ça serait mieux. Cependant, évidemment, même avec mes yeux de 5 ans, je peux comprendre que si l'on prend l'une des langues des 4 ethnies, le russe, l'allemand, ou je ne sais pas quoi, ça va faire des jaloux, quoi. Évidemment, ça va mettre une ethnie au-dessus donc des autres, on ne va pas s'en sortir, Donc, très tôt, il va avoir l'idée d'écrire une langue internationale. Il va y avoir une langue internationale, enfin une langue construite. Il est juif, alors ça aura une influence sur ses idées donc politiques, mais aussi sur sans doute une de ses motivations pour créer donc une langue construite, c'est-à-dire qu'il a lu d'un prophète mineur de la Torah qu'un jour, sur toute la terre, on parlera donc une langue. Kaj la eternulo disigis ilin de tie sur la supraĵon de la tuta tero, kaj ili ĉesis konstrui la urbon. Tial oni donis al ĝi la nomon Babel,
char tie la eternulo confusis la lingvon de la tuta tero, kaj de tie la eternulo disigis ilin sur la supraĵon de la tuta tero. Globalement, voilà, Jésus, il a été crédible. Il n'a pas amené donc de confusion parce que c'était vraiment quelqu'un qui alliait la parole et l'acte. C'est vraiment quelqu'un qui ne faisait pas de confusion entre le temporel et le spirituel. Ça, c'est très important. Lui disait, d'accord, je donne des points de vue sur beaucoup de questions donc sociales, mais d'un point de vue spirituel. Ça, c'est mon territoire. Je n'empiète pas sur le territoire du temporel. Alors qu'effectivement, quand des gens vont venir... C'est quoi la seule fois où Jésus se met en colère? On a l'impression que Jésus, il prend les poings, c'est pour chasser les marchands du temple. C'est-à-dire lorsqu'il y a des représentants du règne temporel, le règne de l'argent, le règne de Mammon, comme il dit, il les voit donc dans le temple, mais lui dit non, eh oh, ça c'est le temple, ça c'est la maison de mon père. Vous sortez. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui disait non, vous êtes donc du temporel, non, ici c'est le spirituel. Donc séparation. C'est-à-dire que Jésus, tout en étant quelqu'un de fortement religieux, il était du côté de la religion, c'était quand même quelqu'un qui avait déjà un sens aigu de la laïcité. Parce que lui, il n'est pas allé sur les plates-bandes du pouvoir politique, il est resté chez lui. Par contre, quand les gens venaient chez lui sur son terrain spirituel, il les chassait s'ils venaient au nom de l'ordre temporel. Ok. Tu trouves le passage? Ouais, c'est celui-ci, hein. C'est celui sur lequel tu étais, quoi. Ouais. Ah, mais moi je l'ai aussi, mais bon, c'est en anglais, quoi. Conclusion, tu me fais voir le tien? On compare? Ouais, mais à mon avis, on va trouver la même chose. Ouais, c'est pareil. Donc on parle bien de la confusion, quoi. Ouais. Vas-y, 11. Ouais, on parle bien des mêmes choses dans les livres sacrés. Mais en tout cas, moi je suis bien heureuse d'apprendre que Jésus faisait pas de confusion. Ça en fait au moins un qui avait les idées claires. Et il ne confondait pas la religion avec la politique, il ne faisait pas de théopolitique. Ni de biopolitique. Ça change des ratatouilles intellectuelles de certains. Tu crois que c'est pour ça qu'on l'a assassiné? On a reçu des appels de psychologues, généticiens, chirurgiens, écrivains aussi. Et on a fait un tirage au sort. Et c'est tombé sur Yannick Jadot. Vu l'importance de l'énergie dans nos sociétés. Oui, donc on a besoin notamment pour faire marcher ces ordinateurs sur lesquels on voit notre enquête. Bah, ça tombe bien alors. Bah c'est super. On propose d'aller rencontrer un acteur de la question nucléaire. Quand dans les années 70, on nous a dit en France on n'a pas de pétrole, on a des idées, et que l'idée est devenue une obsession qui est l'obsession nucléaire, le nucléaire n'a jamais remplacé le pétrole. Et effectivement, la France consomme plutôt plus de pétrole que la moyenne en Europe, plus que les Allemands, plus que les Britanniques, plus que les Italiens. Et ça, c'est lié au fait qu'on a développé beaucoup en France les transports par autoroute, qu'on a encore trop faiblement développé le ferroviaire, et surtout qu'on a très peu investi sur les économies d'énergie, sur la sobriété énergétique. Et ça, la réalité française, c'est que 1 kWh économisé, c'est bon pour le climat, c'est bon pour le consommateur, mais ce n'est pas bon pour EDF ou Areva. Qu'un litre d'essence économisé en France, c'est bon pour le consommateur, c'est bon pour le climat, mais ça n'est pas bon pour Total. Et que les gouvernements successifs ont toujours privilégié le chiffre d'affaires de ces grands groupes d'énergie qui ont une collusion avec les États historiques, plutôt que de favoriser le consommateur qui ne s'est jamais malheureusement constitué en lobby puissant pour faire prévaloir leur point de vue sur les économies d'énergie et sur leur portefeuille. C'est vrai que le nucléaire émet peu de CO2. Il faut dire que le nucléaire émet du CO2, notamment tout le long du processus qui amène l'électricité chez nous, que ce soit l'extraction de l'uranium, sa transformation. Donc on a de toute façon de l'émission de CO2, mais il faut le reconnaître, beaucoup moins que le charbon, le gaz ou le fioul. Simplement, ce qu'il faut rappeler, c'est que le nucléaire aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 2,5% de notre consommation d'énergie. Et ce que disent les experts, c'est que même si on avait les moyens, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, de doubler la capacité de production nucléaire dans le monde, on ne réduirait que de 6% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ce serait, et on ferait ça d'ici 40-50 ans.
Donc le nucléaire par rapport au changement climatique, c'est beaucoup trop cher, c'est beaucoup trop tard et c'est une réduction des émissions de CO2 qui est beaucoup trop faible. À l'inverse, les énergies renouvelables émettent encore moins de CO2 évidemment que les énergies nucléaires et surtout les énergies renouvelables, on a la capacité dans les 10 ou 15 ans ou 20 ans à venir à les développer fortement dans les pays du Sud pour qu'ils évitent d'avoir des systèmes énergétiques qui émettent beaucoup de CO2, et alors qu'on ne peut pas construire des centrales nucléaires au Bangladesh, en Afrique ou ailleurs. Donc faire le choix du nucléaire, c'est se mettre une balle dans le pied par rapport à la lutte contre les réchauffements climatiques. Ce que nous disent tous les scénarios énergétiques, c'est que non seulement on peut sortir du risque nucléaire, en sortant du nucléaire, mais c'est le meilleur chemin, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, pour aller vers un scénario qui, par exemple, en Europe, nous permettrait de réduire de 90 à 95% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. C'est ce que nous demandent les scientifiques si on veut éviter l'emballement climatique. On nous a sorti, il faut faire du nucléaire pour l'indépendance énergétique. L'indépendance énergétique de la France, c'est certainement pas sur le nucléaire. 100% de l'uranium qui sert à faire tourner les centrales nucléaires est importé de pays comme le Niger, où on voit bien que l'exploitation du nucléaire ne sert ni les populations locales, ni la santé, ni l'environnement. C'est aussi le mythe de la création d'emplois. On nous dit toujours la France crée beaucoup d'emplois grâce à son nucléaire. En France, le nucléaire, c'est à peu près 100-120 000 emplois pour 75% de notre électricité. En Allemagne, pour simplement 20% de l'électricité, on a déjà 400 000 emplois dans les énergies renouvelables. On nous dit encore, le nucléaire, c'est l'excellence technologique française. On voit bien que le dernier fleuron de l'industrie nucléaire, l'EPR, qu'on a vendu en Finlande et qu'on construit aussi à Flamanville, c'est la confusion encore parce que on nous avait promis des réacteurs nucléaires à 3 milliards, assez vite construits. Ils sont déjà à peu près à 7 milliards l'unité. Ça prend beaucoup de retard et on voit bien que ces chantiers pâtissent du fait qu'on ne maîtrise pas cette technologie. Et puis surtout, ce qui a bouleversé les Français, comme l'ensemble de l'opinion publique mondiale, c'est Fukushima dernièrement. Sûr, ouais. On nous a dit en France, le nucléaire, c'est zéro risque. On maîtrise, vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'accident. On est souvent passé à côté de l'accident majeur en France. Par exemple, au Blayais, en 1999, la centrale a été inondée et on a failli avoir un accident majeur. Mais jusqu'à maintenant, l'accident majeur, c'était Tchernobyl. Et Tchernobyl, ce n'était pas un accident du nucléaire, c'est un accident du communisme. Puis il y a eu Three Mile Island aussi aux États-Unis. Oui, mais qui est plus vieux et qui n'est pas dans l'imaginaire collectif. Dans l'imaginaire collectif, c'est Tchernobyl, où on a fait croire encore une fois aux Français pendant un moment que le nuage n'allait pas passer nos frontières. Là, l'accident au Japon, c'est quand même un accident dans un pays très industrialisé, où on leur a vendu, comme on nous vend en France, que le nucléaire, c'est sans risque. Et encore, là où on entretient les Français dans la confusion permanente, c'est sur l'idée que le nucléaire fournirait une électricité pas chère. Mais évidemment, on voit bien que si l'électricité nucléaire en France n'est pas chère, c'est une réalité par rapport à nos voisins européens, mais c'est parce que c'est un prix qui est fixé par l'État et que ça ne comprend pas les déchets, que ça ne comprend pas le démantèlement, que ça ne comprend même pas les coûts de revient du nucléaire. C'est aussi ça, le mythe du nucléaire, mais ça va au-delà du nucléaire, qui est un peu le mythe techniciste. C'est de considérer que le progrès se fonde sur la maîtrise toujours plus forte des technologies et sur le fait que les technologies vont résoudre nos problèmes, y compris nos problèmes de société. Et là, on voit bien que fusion et confusion riment parfaitement, puisqu'il y a l'idée de faire le projet ITER, qui est effectivement recréer le Soleil, à une petite échelle évidemment, et cette énergie serait presque infinie. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on dépense des dizaines de milliards pour ce projet-là. C'est autant de milliards qui ne vont pas sur d'autres projets qui seraient beaucoup plus utiles. Et de ce que disent eux-mêmes
les scientifiques. C'est-à-dire qu'on n'aura pas les résultats avant 40 ou 60 ans. Ça veut dire qu'en fait, ils ne savent absolument pas si un jour il y aura des résultats. Et s'il y a des résultats scientifiques, leur dimension commerciale, ça ne sera pas avant la fin du siècle. Donc en fait, aujourd'hui, on a des problèmes d'énergie majeurs, réchauffement climatique, risque nucléaire, 1,6 milliard d'habitants sur la planète qui n'ont pas accès à une énergie facile, notamment l'électricité. Et on se projette sur la fin du siècle avec un mythe qui est le contrôle, la maîtrise d'un soleil. Ce qui est terrible, c'est que si on utilisait 2 heures, je crois, par an, l'énergie que nous envoie le soleil, on aurait de l'énergie pour tout le monde. Et au lieu de maîtriser ce que nous envoie déjà le soleil, on essaye de recréer le soleil. C'est toujours le mythe prométhéen de l'homme qui veut absolument maîtriser l'énergie, qui veut absolument maîtriser la technologie. Une confusion que l'industrie nucléaire et le gouvernement entretient volontiers, c'est que si on sort du nucléaire, ça va coûter extrêmement cher. Ça coûtera extrêmement cher aux contribuables à travers les investissements. Ça coûtera extrêmement cher aux consommateurs via sa facture d'électricité. C'est totalement faux. Ce que disent les quelques analyses, les quelques expertises qui ont été faites, c'est que, comme nos infrastructures énergétiques en France comme en Europe arrivent en fin de vie, il va falloir investir massivement sur l'énergie dans les années qui viennent. Mais quand on compare un scénario renouvellement, poursuite et renouvellement du nucléaire et un scénario sortie du nucléaire fondé sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, on s'aperçoit qu'un scénario sorti du nucléaire est à peu près 15% moins cher. Ce que disent les experts de Global Chance, c'est 410 milliards pour la sortie du nucléaire sur 20 ans en investissement cumulé, c'est essentiellement de l'investissement privé, et 470 milliards pour le maintien de l'option nucléaire. Maintenant que ce débat entre dans la société française, c'est d'arriver non seulement à montrer que tout ce qu'on a raconté sur le nucléaire était faux, mais surtout qu'il y a une alternative positive. Cette alternative positive sont les économies d'énergie. Et on sait par exemple que si on investit dans le bâtiment, c'est 400 000 emplois dans les 10-15 ans qui viennent. Si on investit dans les énergies renouvelables, c'est à peu près pareil. 400 000 emplois dans les 10-15 ans qui viennent. Donc on a un potentiel majeur qui tient technologiquement et qui permettra de fournir, parce que c'est un mix énergétique, qui permettra de satisfaire évidemment les besoins en électricité des habitants. Surtout en temps hivernal. En temps hivernal, des habitants comme de l'industrie. Et en temps hivernal, ça prouve bien que notre pseudo-indépendance énergétique ne marche pas, puisque quand il fait froid, nous importons beaucoup d'électricité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quel que soit le scénario énergétique qu'on choisira pour les 20 ou 30 ans à venir, que ce soit un scénario fondé sur le nucléaire, avec tous les investissements que les contribuables vont payer, que ce soit un scénario fondé sur les énergies renouvelables, dont le prix baisse progressivement, de toute façon, le prix de l'électricité, comme le prix de toutes les énergies, va continuer à augmenter. En revanche, ce qui importe pour les Français, et là encore on les entretient dans la confusion, ce n'est pas tellement le prix de l'électricité, c'est la facture qui paye. Et le scénario de sortie du nucléaire, ce n'est pas simplement un scénario qui nous amène sur une énergie qui n'a pas de risque, l'énergie renouvelable, qui crée beaucoup plus d'emplois, qui crée beaucoup plus de PME, qui aménage nos territoires. C'est aussi un scénario qui mise sur la sobriété énergétique, sur l'efficacité énergétique, ce qui fait que globalement on consommera moins d'énergie dans nos maisons, dans nos transports, dans notre industrie, et que notre facture d'énergie ne sera pas plus élevée. Avec le nucléaire, on aura toujours une facture plus élevée parce que le nucléaire s'oppose de fait aux économies d'énergie. Il faut consommer. Consommer, consommer. Consomme et tu seras beau, le plus beau jamais vu, le plus séduisant. Consomme et tu seras intelligent, un vrai génie. Consomme pour nous montrer que tu es riche et que tu as réussi. Consomme et tu seras Dieu. Ah ouais, c'est comme ça. Hein. Plus tu consommes, alors tout s'achète, tout se vend, son corps, son âme, même la Terre, et pourquoi pas les étoiles pendant qu'on y est. C'est pas sérieux d'oublier qu'il n'y a pas de planète de rechange. Surtout après ce qui s'est passé à Fukushima.
La centrale était mal conçue et ça témoigne de beaucoup d'incompétences dans de nombreux domaines. C'est pas sérieux, mais pour certains, Fukushima n'est pas un accident du nucléaire, mais un accident naturel. Et tremblement de terre et de tsunami. Ah bon? Pourquoi n'ont-ils pas été capables d'envisager l'éventualité d'un tremblement de terre et d'un tsunami lors de la conception de la centrale? C'est pas sérieux de songer à faire des économies quand il est question de sécurité nucléaire. C'est pas sérieux de placer les piscines dans lesquelles sont plongés les combustibles usés dans les mêmes enceintes de confinement que les réacteurs. C'est pas sérieux de placer des installations en brochette les unes à côté des autres au niveau de la mer. Ça peut que favoriser les accidents en chaîne. C'est pas sérieux de construire une centrale nucléaire sur un site au large duquel se trouve une faille active. Si on veut que la société soit pérenne, faut pas péter plus haut que son cul. Et dit de façon plus conventionnelle, la société ne marchera que si on consomme les flux que la Terre est capable de nous fournir durablement. Flux d'énergie, flux de matières premières, flux d'eau potable. C'est pas sérieux. Mais écoute, tu vois, je sais pas si c'est de l'incompétence ou de la folie. On va faire un micro-trottoir, c'est pas mal. On demande aux gens dans la rue ce qu'ils en pensent. Tu vas? D'accord. Ok, c'est une bonne idée. I'm going to a place that has already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired of America. Hi, you're American. I saw you. Yeah, I'm American. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Tell me, there was confusion in the US election in 2000 in Florida. Well, I don't know. I would think not. I mean, Really? people would talk about confusion if there were any doubts, and in this situation, there was really no doubt. I don't understand. Take the voting ballots, for example. In district, in democratic voting district, the check boxes were printed in such a way that thousands of voters didn't vote for their preferred candidate, but for the adversary. I mean, this is confusion. Well, you want to sit down? Because Okay, this is please. going to be complicated. Okay, you tell It's going me. to take some time. So, yeah. Check boxes. Well, I would say, well, you're right. But Thank you. His father was a previous president. He was also head of the CIA at some point. Yes. His brother was governor in Florida, where there were problems with the recount. Supreme Court was headed by a Republican judge who was friends with the father, and they didn't want to recount, even though the inconvenient truth was that Al Gore was a little bit ahead when they started the recount, but they stopped the recount. His brother, on top of that, he created a law, well, he introduced a bill in Florida to take away the voting rights of lots of people, many people, who had just only had some minor violations before. You can do that. Well, of course he can. A governor can introduce bills, and if they're voted into law, That's they become not- law. That's not democratic. Well, no, but I mean, if it's voted into law, then it's democratic. And another thing that he did was that he ordered the state police to set up roadblocks on roads that African Americans usually take to go to the voting precincts. These people were typically working class people and people who primarily vote Democrat. And they didn't vote. Well, some of them did, some of them didn't. I mean, there was traffic, there was, you know, a bit of dissuasion to go vote, but some, Dissuasion. yeah. I call that confusion, but it's not maybe not. Well, it's confusion, not the same thing, dissuasion and it's, confusion. It's manipulation. Ah, well, of course it's a manipulation. You talk about manipulation, there were, I don't know, 60,000 absentee ballots, which just totally disappeared into thin air. And then there were problems with the software, which was used to count the votes. There were problems with the check boxes. People voted for their candidate, but they come to realize after that they'd actually voted for their adversary because of the organization of the check boxes on the ballots. So there's a bit of manipulation, yes. Say again, they found votes in the church. Oh, well, there were lots of voting urns which were stuffed totally with ballots, and they found them in a church, in a school, hidden, so that they wouldn't be counted. Difference was very low. Well, Also- yeah, there was a really, really, really small difference. Imagine if you're voting, like me, voting from another country, or you're sending your absentee ballot, and the difference between the votes is only 327 votes. The candidate, he had also been governor in Texas, and he didn't have a really good record as relates to human rights. He also had the most horrible record for executions, the highest number of executions in the state of Texas. It's the highest number of executions for any state in the States. That's frightening. Yeah, it is. This is not
what the United States claim to be a democratic example should show to the world. Well, I agree, you're right, but you know, I think it's really clear that there was manipulation. I mean, it's what you say in French, it's clair comme l'eau de roche. Thank you. Okay. Thank you. Well, it was nice to meet you. See you soon. See you. Ce qui est clair comme de l'eau de roche, c'est qu'ils nous prennent pour des oies. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous prendre pour des débiles? Arrêter de nous raconter des histoires sans queue ni tête à dormir debout. En même temps, avec ce que la télé nous bombarde comme information dans la tête, faut pas s'étonner qu'on devienne des espèces de perroquets lobotomisés. Non mais la télé produit du temps de cerveau disponible pour la publicité. On ne fait pas appel à notre intelligence, mais à notre émotivité une fois qu'un choc s'est produit. Un ou plusieurs, hein. C'est le jour de la sincérité. Laissez-moi vous ouvrir mon cœur. Croyez-vous que j'ignore qu'il y a à Rome bien des gens qui me considèrent comme un matricide, un meurtrier, comme un monstre, un tyran? Mais ils oublient une chose cependant. Des hommes agissent parfois cruellement sans eux-mêmes être cruels. Me croyez-vous? Tout le monde devrait te connaître comme nous, divinité. Ce serait pour tous le seul moyen de t'apprécier. Il y a encore ceux qui disent que je suis un maniaque. Je ne suis qu'un insatisfait. La bêtise et la médiocrité de la vie me dépriment. Je ne suis pas satisfait car je cherche à reculer les limites du bien autant que du mal. Je cherche passionnément à devenir surhumain pour accéder enfin dans mon art au suprême degré. Les dés sont jetés. Contemple, chère Pétrone. Ma nouvelle Rome. Elle s'élèvera dans sa blanche et radieuse beauté. Pierre la plus pure de la couronne du monde. Elle recevra un nom nouveau. Néropolis, la cité de Néron. Magnifique, gloire à toi, divinité. On n'aura jamais rien vu de pareil. Mais que va devenir la Rome qui a déjà 10 siècles d'existence? Après tout, divinité, l'ancienne Rome, notre Rome, crasseuse et magnifique, mais qui reste l'objet de notre amour, elle existe encore. Tu crois? Elle existe. N'y aurions-nous pas pensé? Rome existe-t-elle encore, dit Gellin? Rome est un océan de flammes, elle flambe, elle brûle de fond en comble. As-tu entendu? C'est cela mon épopée. Changer la face du monde, démolir et créer de nouveau. Courez à vos chars tous, nous irons ensemble voir brûler le bûcher funéraire. Ce soir, je vous chanterai mon hymne à la Rome incendiée. Ces flammes m'emporteront plus haut que ne se tiennent les cieux. Oh Signore! Signore! La prego di rispettare il mio dolore. Sono afflitta per il destino di mia madre. Lei si è morta per me e non la rivedrò mai più. Spogliatela immediatamente! No! No! Uccidetemi! Almeno il mio che modo avrà pietà di me! Uccidetemi prima di disonorarmi! Possono essere maledetti i miei occhi se questa lacrima non è la cosa più eccitante che abbia mai udito. Uccidetemi! Così sarò liberata dal tormento di vedere e sentire tanti orrori di giorno. Avete udita tutti, la piccola ha invocato Dio. Eccellenza, la scriva subito sul libro delle punizioni. Ne merita una terribile. Sì, subito, ma la più terribile, in modo che possa raggiungere mia madre. Non aver fretta. Sappiamo bene cosa fare di te. Sarai punita, sverginata quando sarà il momento. Ma non credere di sfuggirmi adesso. Non credere di frenare la mia voglia disperandoti. Semmai è proprio il contrario.
Venez voir, j'ai une énigme pour vous. Imaginez un agneau qui marche sur une route, tranquillement. Il arrive devant une fourche. 2 chemins. Un bon chemin, un mauvais chemin. On ne sait pas lequel est le bon. Il y a un berger qui dit toujours la vérité et un autre berger qui ment toujours. Le mouton doit poser une question pour trouver le bon chemin. Quelle est la question que l'agneau doit poser pour trouver le bon chemin? L'homme est un loup pour l'agneau. C'est vraiment une drôle de créature. Quand le bourreau, habillé de sa peau, quand le bourreau lève son bâton, le mouton se hâte de rentrer dans le troupeau et il va marcher vers l'abattoir, presque fier. C'est vraiment une drôle de créature, en somme. Eh ouais, c'est ça la vie. C'est comme ça. On parle du mouton et les minorités. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui persécutent les minorités. Et les femmes. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui font violence aux femmes. Et la liberté de la presse, la liberté d'expression. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui bâillonnent la presse et ceux qui empêchent la liberté d'expression. Et la dignité humaine. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui portent atteinte à la dignité humaine. Et ceux qui parlent de Dieu à tort. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui parlent de Dieu à tort. Et ceux qui affament, massacrent ou pillent leurs semblables. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui affament, massacrent et pillent leurs semblables. Et l'environnement. Moi, la justice, je condamnerai ceux qui ne respectent pas l'environnement. Bonjour. Bonjour. C'est, il est à vous, le méchoui, là? Riyad la grillade. Tout ce qui se grille, tout ce qui se cuit, comptez sur nous, on vous le rôtit. Ah, formidable. Merci. Ah oui, vous organisez des événements, donc. Eh oui. D'accord. Et vous, vous arrivez à vous en sortir? Vous faites pas de confusion quand vous êtes sur plusieurs endroits en même temps, comme ça? Ah, on les nomme. On leur trouve un nom à chacun et puis on arrive à les retrouver. Ah, d'accord. Ceci dit, celui-là a toujours pas de prénom. Ah oui. Vous avez une idée? Ah ben, on pourrait l'appeler Georges, par exemple. Georges. Va pour Georges. D'accord, ben là, il est bien grillé, hein, Georges. Hein. Ah, il est même... il est même... Ah Non, il va bien, il va bien. Il est bien grillé. Aujourd'hui, notre cerveau est bombardé d'images, d'informations. C'est pas toujours simple de les interpréter, de leur donner un sens. C'est le réflexe de Pavlov. En fait, à force de nous répéter des choses, on devient comme des perroquets sans comprendre vraiment ce qui est en jeu. Enfin, c'est vrai jusqu'à un certain point, parce que supposons que ce soit notre propre personne qui soit en jeu, on va faire un peu attention à ne pas se tromper de berger. Tiens, au fait, la réponse à la devinette de Nathalie, c'est la question suivante. Si je demande à l'autre guide quelle est la bonne route, quelle réponse va-t-il me donner? Eh bien, une fois qu'il m'a répondu en m'indiquant la route, je prends l'autre route, comme ça je suis sûre que c'est la bonne. Oui, d'accord, ça fonctionne, mais admettons qu'il y ait 3 chemins et 3 guides. Là, on fait comment? Et si vous arrêtiez de semer la confusion? Ah, facile, facile. Ouais, il faut trouver, là, il faut chercher quelque chose. Bonjour les anges. Bonjour Charlie. Donc vous avez vu, la confusion, c'était un sujet donc pas évident à traiter. Alors vous avez trouvé quoi? La Grèce, c'était la croisée des chemins, c'est un peu une fin de partie pour elle. D'autant que certains jouent contre leur propre camp. Et que les aides sont pas toujours désintéressées. Il y a parfois des services qui sont, comment dire, monnayés. Du style le blocage portuaire de bateaux. Pour ne pas le dire. C'est moche ça de leur part. La confusion, c'est qu'on fait appel aux responsables du désastre pour réformer le système. Ils causent des douleurs partout dans le monde sous prétexte d'une mission providentielle. Ils font ça, se disant, pour l'arrivée du Messie. Oui, mais si c'est ça le Messie, ils peuvent se le garder. Hein. On confond la pornographie et la violence faite aux femmes avec la sexualité. On confond le spectacle abrutissant avec de la culture. On confond les fast-foods aux OGM avec de la cuisine. On confond les techniques de management des écoles de gestion avec de la science. Et d'ailleurs, en parlant de science, là où on interdit Darwin, on enseigne le créationnisme. C'est dingue, quoi. On confond les bavardages stériles internationaux avec la réalisation des objectifs du millénaire. Lutte pour l'environnement, sauvegarde des espèces, combat contre la paupérisation, éducation pour tous, la paix, quoi. La confusion est générée par le fait que les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU sont les principaux trafiquants d'armes dans le monde. On confond la prolifération des armes chez les fous dangereux avec la lutte pour la sécurité et contre le terrorisme. On confond la destruction de l'industrie, le pillage des services publics avec la croissance. Oui, et puis on confond la pratique de la torture, des guerres illégales avec la démocratie mondiale. On confond aliénation et anxiété, qui se transforment en conformisme pétulant,
La solitude à plusieurs avec le bonheur et la spontanéité. On se croirait dans la caverne de Platon. Les gens confondent illusion et réalité. Oui, l'appareillage n'est pas réalisé entre les différentes parties. Au moins, il y en a un qui sort du lot. Il fait du réchauffement climatique son cheval de bataille. Très bien. Bon boulot. Quant au prix, je vais réfléchir à qui je vais le remettre.